Anthony. Et bon, on va se présenter. Laetitia, je te laisse te présenter très brièvement du coup. Oui, pardon, j'avais un petit problème pour passer la diapo. Oui, bonjour, donc moi c'est Laetitia Mercet, je suis data steward et analyste chez Agorastore depuis à peine un mois, donc suite à la formation chez Data Scientist, formation data analyst. Et c'est une reconversion professionnelle, puisqu'avant j'étais chef de projet dans la recherche clinique en hématologie. Anthony. Bien, bonjour à tous, Anthony Rizzo. Donc, moi, je suis data analyst dans le secteur de la finance basé sur Londres avec l'entreprise Life Financial Solutions, sachant que j'interviens également en appui de l'entreprise Roxor Abrasive dans le secteur industriel, plus précisément de la production de meules abrasives. Donc, cette année, en parallèle de la formation, ça a été un emploi du temps relativement chargé. Et moi, je suis donc Sébastien Morin, donc web marketeur avec une compétence autour du référencement naturel, donc ce qu'on appelle aussi le SEO, également tout ce qui est SMA, donc tout ce qui est social ad, donc les publicités sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Et donc depuis peu, avec cette formation qu'on a fait avec Laetitia et Anthony, data analyst, et donc j'ai créé une structure donc justement pour apporter un peu plus de data dans cette activité de web marketing, et donc qui s'appelle Data for Marketing. Donc suite à cette formation continue qu'on a fini récemment, qui s'est terminée début mai, on a travaillé sur un projet qui s'appelait le World Happiness Report, et on a eu envie, le projet s'appelait Be Happy, et l'objectif c'était de synthétiser un peu, de regarder ce qu'il y avait dans le World Happiness Report. Et on a eu pour objectif là de vous présenter de toute façon assez humble, mais un peu les résultats qu'on a eus. Ça nous semblait intéressant, et en même temps d'apporter aussi quelques éléments un peu de vulgarisation de certains termes techniques qu'on peut utiliser, de méthodologies qu'on peut utiliser dans la data. Donc rapidement, on va parler du projet et des objectifs. On a dû se fixer des objectifs parce que sinon on aurait pu étudier et passer énormément de temps sur le type de données que l'on avait et le type de thématiques que l'on pouvait aborder. La préparation du fichier qui est un élément important aussi. Vous parlez rapidement de comment on a préparé ça. Une première partie sur l'analyse exploratoire et de la data visualisation. Une PCA, on vous en dira un peu plus tout à l'heure, ce que ça veut dire cet acronyme, et du clustering, du ML, donc pour machine learning et les prédictions de 2022. Et enfin, on fera une conclusion et on ouvrira des perspectives sur comment on pourrait utiliser ce type de données éventuellement dans d'autres secteurs d'activité. Et si vous avez des questions, donc il y a un petit onglet questions que vous pouvez utiliser à travers ce webinaire Zoom, vous devez connaître probablement, et vous pouvez nous poser les questions, et donc on s'accordera, normalement on a 10 minutes à la fin pour s'accorder un temps de questions-réponses. Donc sur la première partie, je vais laisser Anthony expliquer le contexte scientifique du projet. Alors oui, simplement en guise de préambule, mais pour pouvoir poser quelques jalons et un petit cadre historique en fait sur la notion de notre projet au niveau du bonheur. Bon, même si le bonheur c'est une notion très ancienne, qu'on retrouve déjà dans les textes des Grecs anciens tels qu'Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ, on a dû attendre le XIXe siècle, plus particulièrement même le XXe siècle, pour que cette notion fasse l'objet d'études scientifiques systématisées à l'échelle internationale, notamment par le biais d'une institution au sein des Nations Unies qui s'appelle le Sustainable Development Solutions Network, qui avait pour objectif d'observer le bonheur à l'échelle mondiale. C'est de cette institution qu'émane en fait le World Happiness Report, qui est publié chaque année et qui constituera la base à partir de laquelle en fait on a effectué notre étude. Notre dataset provient de ce rapport. On a voulu également relever le fait que des études alternatives existent qui proposent des méthodologies différentes et des analyses différentes sur la notion du bonheur, telles que proposées par l'Université d'Oxford avec Howard in Data, qui est une publication mise en ligne en accès libre public, et notamment le Happiness Research Institute basé à Copenhague au Danemark. Voilà. Concernant les données, donc en fait on a un score de bonheur qui est un peu la valeur cible, qui est compris par pays, donc qui est donné par pays, qui est compris entre 0 et 10, comme une note un petit peu, et qui a été recueilli auprès d'un panel d'individus suivis chaque année dans 160 pays au cours de plusieurs années, donc des années 2005
à 2021. Donc, ce score, il a été collecté, comme l'a dit Anthony, à travers le département du développement durable des Nations Unies. Et ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est qu'on n'a pas uniquement, du coup, uniquement ce score de bonheur qui permettrait de dire bah, ce pays-là est plus heureux que notre éventuellement, mais on a des variables potentiellement explicatives, comme le PIB par habitant, l'espérance de vie aussi que l'on retrouve dans le pays. On a un score de générosité aussi, un score aussi de soutien social qu'ont les répondants vis-à-vis de l'étude, un sentiment de corruption aussi qu'ont les répondants à l'étude, la liberté de faire des choix. Donc voilà, pareil, là aussi, une estimation de est-ce qu'ils sont libres ou pas. L'état d'esprit positif ou négatif lorsqu'ils ont répondu, parce qu'effectivement, ça pourrait aussi biaiser quelque part le score qu'ils pourraient donner à la notion de bonheur qu'ils estiment dans leur pays. Et bien évidemment, donc, on a les années et les régions auxquelles appartiennent ces pays. Donc, 2 objectifs ont été définis. On aurait pu éventuellement en trouver d'autres, mais on s'est focalisé sur ces 2 objectifs principaux qu'on va vous détailler par la suite. Le premier, c'est essayer de voir, donc on a 160 pays, donc on a énormément de pays, et de voir si on peut les regrouper dans ce qu'on appelle un peu le cluster. Bon, on a beaucoup entendu avec le Covid, donc voilà, de voir si on peut faire des regroupements un peu en fonction de ces différents pays, et surtout comprendre à l'intérieur de ces regroupements quelle est l'importance des indicateurs, comme le PIB, l'espérance de vie dont on parlait tout à l'heure, mais aussi si la région ou l'année ont un impact sur ces scores de bonheur. Et également de prédire, donc on n'avait pas l'année 2022, de essayer, est-ce qu'on peut prédire avec les données que nous avons, est-ce qu'on peut essayer à travers du machine learning qui nous sera présenté tout à l'heure par Anthony, est-ce qu'on peut arriver à prédire des années suivantes et notamment l'année 2022 à travers les chiffres que nous avons. Donc, sur cette première partie, Laetitia, je crois que c'est ta partie sur comment on prépare toutes ces données. Oui, alors la préparation du dataset, qui est notre jeu de données qu'on a appelé DF final. Donc, avant de commencer l'analyse, on part de jeux de données brutes. Donc, on en avait 2. Donc, le premier, le World Happiness Report, qui comprend 1949 lignes et 11 colonnes. Donc, en fait, correspondant pour chaque pays à des données de différentes années, de 2005 à 2020. Et un second dataset, le World Happiness Report 2021. Donc là, uniquement l'année 2021. Donc, un dataset plus petit, qui n'en avait que 149 lignes. Chaque ligne correspondant à un pays. Et donc, on a voulu regrouper ces 2 datasets-là, donc ce qu'on a appelé concaténation, pour en avoir un seul et unique. Évidemment, quand on a regroupé tout ça, ça nous a créé, il y avait des valeurs manquantes, ce qu'on appelle dans le langage Python, c'est NA, d'où le remplacement des NA. Donc, on a essayé au maximum de remplacer les valeurs manquantes. Ça concernait notamment la variable région, qui manquait des fois pour certaines lignes, et bon, il y avait d'autres indicateurs qui avaient des valeurs manquantes, donc on a essayé de remplacer au mieux pour avoir le maximum de données à analyser, ce qui nous a fait donc notre EDF final. On avait à la fin 2007 lignes et 12 colonnes, donc on voit un extrait juste après ici. Donc là, c'est les 5 premières lignes de notre jeu de données qu'on va utiliser après pour l'analyse, donc avec chaque ligne correspondant à un pays, en fonction de l'année, et puis on a les différentes variables, dont Life Leader, qui est ici notre score de bonheur, qui est notre variable cible, et puis les autres variables que Sébastien a vite fait décrit juste avant. Voilà, l'analyse exploratoire, donc je crois que c'est Sébastien qui reprend la parole. On s'est un peu entraîné. Et puis on l'a fait quelques fois du coup avec l'examen qu'on a passé. Le score du bonheur, donc les régions du monde, donc les pays les plus heureux, donc si on prend les moyennes qu'on a obtenues sur les années dont nous disposons, donc depuis 2005 jusqu'à 2021, sur le podium, donc vous le voyez, donc il y a le Danemark, la Finlande et la Suisse, donc qui sont les trois pays les plus heureux donc sur l'ensemble des années. On s'aperçoit que dans le top 10, du coup, toutes les moyennes sont au-dessus de 7 et proches de 8 pour certains. Donc, je vous rappelle, sur un score de 10. Et elles appartiennent essentiellement donc, à 2 régions, donc à l'Europe de l'Ouest et à l'Amérique du Nord et à l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça, ce sont les traits communs des 10 pays les plus heureux et les moins heureux. Donc, on a gardé le même niveau d'échelle. Donc là, on s'aperçoit que les barres sont beaucoup plus basses que sur le graphique de gauche. On est en dessous de 4.
Et là, sur les 3 derniers, donc vous le voyez, donc il y a le Burundi, l'Afrique, la République d'Afrique centrale et l'Afghanistan, qui sont les pays les moins heureux. Et on peut noter que parmi ces 10 pays les moins heureux, il y en a 8 que l'on retrouve dans l'Afrique subsaharienne. Voilà. Et la France, ça c'est notre petit clin d'œil, notre côté chauvin, et on se dit, mais où est-ce que nous, on se situe là-dedans? Du coup, on va basculer sur une petite app web donc, qui s'appelle Streamlit, qui est en fait un petit logiciel, une petite application qui nous permet d'utiliser du code Python et de le plugger sur ce site de façon assez simple, dirons-nous. En tout cas, ça a été étudié pour. Et donc, on vous donnera le lien en fin de présentation à ce Streamlit qui est public. Donc, si on regarde l'évolution du score de bonheur, donc par exemple, on a ici, vous avez une barre de recherche. Donc là, on a la moyenne world, donc la moyenne monde, et on peut sélectionner plusieurs pays. Donc, vous pouvez prendre par exemple la France. Donc, si on regarde la France, on est entre 6 et 7, quelles que soient les années depuis 2005. Donc, on est quand même bien en dessous de ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport aux 10 pays les plus heureux. Mais par contre, on le constate, on est au-dessus, néanmoins, on est au-dessus de la moyenne monde. Mais par exemple, on va être au-dessus de l'Albanie, qui est la courbe, on est bien au-dessus de l'Albanie, qui est la courbe en bleu. Donc voilà pour cette partie un peu exploratoire et pour déjà vous donner un peu quels sont les pays les plus heureux, les moins heureux, et puis on vous donnera accès à cet outil Streamlit tout à l'heure. On va regarder un peu plus en détail les régions du monde. Donc, chaque pays est classé dans une région. Et donc, on va parler de boîte à moustache ou de boxplot. Alors, peut-être que certains en ont déjà entendu parler, probablement durant vos études ou dans votre activité. Donc, juste un petit rappel là-dessus sur comment lire une boîte à moustache. Donc, en fait, on classe des données, quelles qu'elles soient. Ça peut être l'âge, ça pourrait être les revenus en euros ou toute autre donnée quantitative, des scores, des notes, etc. On les classe par ordre croissant, de la plus petite donc à la plus grande. Et on va prendre, en fait, à chaque fois les quartiles, donc les 25% de la valeur de la variable que l'on souhaite, pour observer justement quelles sont la répartition un peu de ces données. Et donc voilà, donc le minimum, Q1 représente le premier quartile, les 25 premiers pourcents. Donc là, on arrive à la boîte à moustache. La première partie représente encore les 25%. Donc on arrive à la médiane, autrement dit, la médiane, c'est les 50% des données lorsqu'on les classe. Et après, on a le troisième quartile, donc l'autre partie de la boîte. Et en fait, la dernière moustache, dirons-nous, qui est le maximum des valeurs que l'on peut retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus judicieux d'utiliser une boîte à moustache et la médiane pour étudier la répartition, par exemple, plutôt qu'une moyenne. Donc, c'est beaucoup plus robuste. La moyenne, effectivement, elle peut être sujette à des valeurs extrêmes, minimum, très fortes, et qui peuvent biaiser un peu la moyenne lorsqu'on étudie des données quantitatives. Donc, si on prend le score du bonheur donc, par région, donc vous voyez que chacune de ces boîtes à moustaches correspond donc du coup à une région. Donc, dans le podium de tête, donc 1, 2, 3, nous avons l'Amérique du Nord en jaune, donc l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, on va voir qu'elle est très, très ramassée, cette boîte à moustache. Donc, c'est-à-dire que tous les pays sont très proches en termes de score de bonheur. Il y a très peu d'amplitude dans ces pays-là. Le deuxième, c'est l'Europe de l'Ouest. Donc là, il y a un peu plus d'écart, mais on voit que la médiane est largement au-dessus et elle est en deuxième position. Et enfin, en troisième, on a l'Amérique latine et les Caraïbes, donc la boîte à moustache rose, où on arrive en troisième position de médiane. Si on reste encore sur ce graphique-là et ces boîtes à moustache, comme je disais, il peut y avoir une forte homogénéité pour l'Amérique du Nord et à contrario, une forte hétérogénéité pour l'Afrique du Nord et de l'Est, donc qui est la boîte à moustache juste à côté, qui est en vert. Donc là, on voit qu'il y a des valeurs qui sont très étendues, donc on peut avoir des scores de bonheur très élevés et des scores de bonheur très faibles dans ces régions-là. Il y a une forte disparité. Certaines boxplots ne se chevauchent pas, c'est le cas par exemple de l'Amérique du Nord et l'Australie, Nouvelle-Zélande, où on est quasiment tout le temps au-dessus, excepté des autres régions, excepté pour l'Europe de l'Ouest, mais sinon par rapport à toutes les régions, tous les pays sont au-dessus. Et enfin, donc, les moins heureux, donc l'Afrique subsaharienne,
Si on prend la dernière partie, la partie basse de la boîte à moustaches, donc les 50% en dessous de la médiane, on s'aperçoit qu'ils sont tous au moins en dessous le dernier quartile de l'ensemble des autres régions. Donc, ça veut dire que voilà, il y a beaucoup de pays dans cette région qui sont vraiment beaucoup moins heureux que sur les autres régions. On va étudier la corrélation. Toujours, ça, c'est toujours la première partie que l'on fait un peu en data analyse pour essayer de voir un peu quelles sont déjà un peu les corrélations, quelles sont les premières indications, des premiers insights qu'on peut avoir lorsqu'on analyse des données, avant d'aller un peu plus loin. Donc, juste pour rappel, la corrélation, bon, je pense que la plupart éventuellement se rappellent, mais juste pour rappel, donc c'est une valeur qui est comprise entre -1 et 1. Bon, je vous passe le calcul mathématique qui englobe l'analyse de variance, etc., qui permet de comparer ces valeurs entre elles. Ce qu'il faut retenir du coup sur l'axe vert, par exemple sur le graphique vert, c'est que là, on a une corrélation qui est proche de 1, c'est-à-dire que quand vous avez une valeur sur l'axe X qui augmente, la valeur de l'axe Y augmente aussi proportionnellement. Donc, c'est pour ça qu'on a une courbe ascendante de cette façon-là. Donc, ça veut dire que là, les valeurs sont fortement corrélées. Lorsqu'il y en a une qui augmente, l'autre augmente également. Et par contre, lorsqu'on a une corrélation proche de 0, donc comme sur le graphique en orange, ça veut dire que là, quelle que soit la valeur de X, Y peut être petit ou grand. Donc, ce n'est pas parce que X est très élevé que vous avez un Y qui est fortement élevé. Et on peut annoter également qu'on peut avoir des corrélations qui sont négatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, c'est comme si vous imaginez l'axe vert, mais une courbe qui est descend. Ça veut dire que quand vous avez une valeur, par exemple, X qui augmente, comme je ne sais pas, par exemple, les températures, vous avez Y qui peut descendre fortement. Par exemple, on pourrait imaginer avoir là le niveau d'eau dans les nappes phréatiques, donc qui serait inversement corrélé aux températures, par exemple, si on prenait cet exemple-là. Donc une matrice des corrélations que nous ressortons dans l'analyse, donc avec la variable cible, donc avec le score de bonheur, que l'on appelle aussi life leader. Donc au plus vous avez des couleurs chaudes, rouges, donc au plus il y a de la corrélation, et au plus les couleurs sont bleues, froides, au moins les variables sont corrélées entre elles. Et donc déjà, on peut déjà observer qu'il y a déjà des tendances. Hein. On aurait pu également s'en douter un peu. Donc le score de bonheur est fortement corrélé avec le PIB par habitant, donc avec une valeur de 0,79. Il est également fortement corrélé avec l'espérance de vie, avec une valeur de 0,75, mais il est également corrélé donc avec le soutien social qu'ont les répondants, avec une valeur de 0,71 vis-à-vis du score de bonheur. Donc voilà un peu pour cette partie exploratoire, qui permet de décrire de façon assez simple et dans un premier regard les données que nous avons. Nous allons maintenant passer à la PCA et au clustering avec Laetitia. Alors effectivement, PCA et clustering. Alors PCA ou ACP en français, donc c'est analyse en composantes principales. Je redis ça. Donc PCA, c'est pour Principal Component Analysis en anglais. Donc c'est un algorithme qui permet de réduire la dimension de notre jeu de données, puisque du coup on avait un jeu de données, on avait entre 10 et 15 variables. Et nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir visualiser ensuite ces données-là en 2 dimensions sur un graphique en nuage de points, ce qui est impossible ici avec toutes nos variables. Donc, on a voulu utiliser cet algorithme-là pour réduire la dimension de notre jeu de données et pouvoir ensuite visualiser tous nos points en 2 dimensions. Donc, ce qui est indiqué là, donc le principe en fait simple, c'est de résumer l'information de notre jeu de données en un certain nombre de variables synthétiques qui vont être créées et qu'on appelle des composantes principales. On va voir après du coup sur un graphique à quoi ça correspond. Et donc l'autre point, c'est le k-means qu'on va appliquer après la PCA. Donc c'est un autre algorithme cette fois-ci de clustering. Donc on voit sur le petit schéma, enfin le petit graphique, concrètement ce que ça veut dire. C'est vrai que c'est assez parlant, clustering. On a tout un nuage de points et en fait on va faire des groupes qu'on appelle des clusters. Donc K groupe, K c'est juste un entier qu'on définit. Donc on va avoir des clusters et donc au sein de chaque cluster on va avoir des individus homogènes et donc ça va faire des groupes compacts qui ont à l'intérieur les mêmes caractéristiques. Alors la méthodologie, avant d'appliquer ces 2 algorithmes-là, on ne peut pas juste les appliquer comme ça sur nos données telles quelles. Donc il fallait d'abord isoler notre cible qui était donc on appelle ici target, c'est notre score de bonheur, life leader.
l'isoler de tout le reste, de toutes les autres données qu'on appelle data par convention, pour ensuite appliquer les deux algorithmes. Alors sur data, on a fait juste un petit travail pour que les données soient prêtes à être utilisées pour l'analyse. Donc on a supprimé une variable, par exemple ici c'était le pays, puisque ça n'avait pas d'intérêt dans l'analyse. On a transformé l'autre variable régional indicator pour avoir des données binaires, donc 0 ou 1, pour qu'on puisse appliquer l'algorithme. Et on a standardisé les données, comme ça on a des données qui étaient propres pour ensuite appliquer d'abord la PCA, donc réduire notre jeu de données, pour visualiser les données en 2 dimensions, et ensuite on a fait du clustering pour faire des groupes. Alors, résultat PCA, donc là c'est justement les composantes principales. Donc ce qu'on voit là en fait dans le camembert, c'est le pourcentage de variance expliquée. La variance expliquée, c'est juste l'information qui nous reste une fois qu'on a appliqué la PCA par composante principale. Donc ici, on en a tout un tas. Nous, on va en garder que 2 puisqu'on veut visualiser après en 2 dimensions, donc sur 2 axes. Et si on fait la somme des 2 pourcentages des 2 parts, PC1 et PC2, donc il nous reste, une fois qu'on a appliqué cette technique, cet algorithme de PCA, il nous reste 36,5% de l'information. Donc on en a perdu quand même une grande partie, mais vu qu'on a condensé en fait toutes nos variables sur 2 composantes principales, c'est le seul moyen ensuite de pouvoir ensuite visualiser nos données en 2 dimensions. Donc là, on a un autre schéma qui est un peu plus obscur et confus, puisque du coup, chaque flèche, ce qu'on voit ici, ça s'appelle le cercle des corrélations. Chaque flèche correspond à une de nos variables. Donc on voit ici le PIB, l'année, social support, etc. Donc toutes les variables qu'on avait énoncées avant. Et donc en fonction de nos 2 composantes principales. Donc, ce qui nous intéresse surtout là, c'est l'axe 1, donc l'axe des abscisses, puisque c'est l'axe où on a le plus d'informations. Donc, si on se réfère, c'est la part bleue du camembert, donc on a 24% d'informations sur cet axe-là. Et donc, en gros, ce qu'on peut juste rapidement conclure de ce schéma, sans aller dans le détail, c'est que les variables les plus déterminantes, comme c'est indiqué en dessous, on a 3 variables qui vont être le plus représentées sur cet axe. C'est la variable corruption, négative affect et une variable régionale. Donc là, ici, c'est Middle East, North Africa. Et l'axe 2, on n'en parle pas puisque ça contient beaucoup moins d'informations. C'est ce qu'on voit dans la part orange, on n'a que 13%. Donc là, c'est le premier graphique, c'est tous nos points du jeu de données, donc après avoir appliqué la PCA en fonction des 2 composantes principales, donc axe 1, axe 2, et chaque point est coloré en fonction du score de bonheur, donc on voit le dégradé de couleur là de 3 à 8, et donc juste à l'œil nu, on peut déjà avoir un peu des groupes qui peuvent se dessiner sans avoir appliqué le clustering. Donc sur la gauche, plutôt les points qui correspondent aux pays qui ont des scores de bonheur le plus élevés, donc 7, 8. Sur la droite, à l'opposé, les scores de bonheur, enfin les pays qui ont des scores de bonheur plutôt faibles, en 3, 4. Et au milieu, plutôt un nuage intermédiaire avec des pays qui auraient des scores de bonheur moyens, disons 5, 6. Donc ça, c'est une constatation juste à l'œil nu en appliquant la PCA. Et donc là, on peut basculer sur le Streamlit, puisqu'on a aussi un onglet PCA Clustering. Hop, non, il est là. PCA Clustering, donc où on retrouve un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il y a des petites infos complémentaires si vous êtes curieux, avec le lien Wikipédia de chaque technique qui détaille plus ces 2 algorithmes. Et donc là, on retrouve ce que je viens de vous montrer, mais cette fois-ci, on a appliqué l'algorithme Kamins, donc de clustering. Et donc, on retrouve un peu ce qu'on a vu. Donc, le premier cluster ici avec les pays avec les scores de bonheur les plus élevés. Ici, à l'inverse, score de bonheur les plus faibles. Et là, donc, on en a 2 qui se sont dessinés avec l'algorithme. Donc, 2 clusters qui sont ici, le 3 et le 4. Et ce qu'on peut faire sur donc, le Streamlit, je vais juste en faire un parce qu'après, sinon, on va manquer de temps. Donc, je prends le 2 au hasard. Alors, le cluster 2, le temps que ça charge, c'est donc le bleu, donc les pays avec les scores de bonheur les plus élevés. Donc, on voit la répartition par région. Donc, ici, c'est plutôt la région Europe de l'Ouest, à 74%. Bon, après, il y a aussi d'autres régions qui sont représentées dans ce cluster-là, mais dans une moindre mesure. Et à droite, c'est donc des box plots, comme vous expliquait Sébastien, donc toutes nos variables, la distribution de toutes nos variables sous forme de box plots. Donc là, les 2, donc notre variable cible et puis le PIB, il faut se référer sur l'échelle de gauche puisque ce n'est pas le même ordre de grandeur que les variables vertes ici, qui sont sur l'échelle de droite inscrite en verte.
Et donc, voilà, on peut faire pareil pour les 4 clusters, mais je vais retourner sur la présentation pour laisser la parole à Anthony et le machine learning. Merci Laetitia. Alors, au niveau du machine learning, donc, notre deuxième objectif, c'était de pouvoir prédire le score de bonheur pour 2022. Donc, comme l'ont indiqué Sébastien et Laetitia, en fait, notre jeu de données, il allait de 2005 jusqu'à 2021. Donc, on avait les scores de bonheur pour l'ensemble des pays concernés par l'étude, jusqu'en 2021 inclus. On n'avait pas 2022, l'année est en cours. Donc, un petit mot sur le machine learning, rapidement. Le machine learning, c'est quoi? C'est l'apprentissage automatique. Donc, c'est un domaine scientifique, une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Et ça consiste en fait à utiliser des algorithmes pour découvrir des patterns qui sont récurrents dans nos jeux de données. À noter rapidement qu'il y a en fait 2 types de machine learning, apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé, quand on a un jeu de données qui est non structuré et qu'on cherche à déceler les structures sous-jacentes en fait du jeu de données. Apprentissage supervisé, quand on a un jeu de données relativement structuré, on a identifié nos variables explicatives, on a identifié notre variable cible et on cherche à définir ou en tout cas à prédire la valeur de notre variable cible. Nous, dans notre cas, on était dans un type d'apprentissage supervisé. Donc, ce qu'on a fait, c'est simple. Si on passe à la diapo suivante, s'il te plaît, Laetitia. Donc, on avait notre data frame, on avait notre jeu de données, comme l'ont présenté Laetitia et Sébastien, avec nos scores de valeur. Donc, PIB par habitant, score de valeur 2005, 2006, 2007, Angola, Algérie, Afrique du Sud, France, etc. 2006, 2008, 2009, ainsi de suite, jusqu'à 2021. Notre variable cible, c'est le score de bonheur. Ce qu'on cherche à prédire, c'est le score de bonheur. Il peut y avoir 2 types de variables. Variables soit quantitatives, type numérique, c'était notre cas, donc un score entre 0 et 8, ça peut être un entier, ça peut être un flottant, mais en tout cas, ce qu'on cherche à déceler, c'est une valeur numérique. Ou on peut avoir des modèles de type classification. Les modèles de type classification, elles s'orientent sur des variables de type qualitative ou dite cardinale. Donc, dans ces cas, homme, femme, ne se prononce pas, sans étiquette, etc. Là, on est dans des variables de type qualitative. Pour les variables de type qualitative, on utilise des modèles de classification. Pour des variables de type numérique, comme c'était notre cas, on utilise des modèles de type régression. Donc, nous, on s'est orienté vers les modèles de type régression, qui sont des algorithmes. On en a sélectionné 4, parce que il y a plusieurs types de modèles, donc on peut les sélectionner, on peut les paramétrer, puis ensuite les entraîner. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est parti vers la régression linéaire, Rich CV, Lasso CV, ElasticNet CV. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail en fait des particularités de chacun de ces modèles par manque de temps, mais ensuite, dans la série de questions qui suivra, si vous voulez plus d'informations, on pourra rebondir dessus. Comment ça s'est passé ensuite? Pour chacun de nos modèles, on les a importés. Et le modèle s'entraîne sur 2 jeux de données. Donc, il s'entraîne sur un jeu de données, un ensemble entraînement, puis un ensemble test. Par un jeu de comparaison, d'analyse de valeurs. Donc, il va comparer, il va étudier, il va comparer les valeurs en fait des variables explicatives, PIB par habitant de la France ou de l'Angola 2005, 2006, 2007, etc. Soutien social de l'Angola, de la France 2005, 2007, allant jusqu'à 2020, 2021. Le modèle s'entraîne et il décèle à partir de là le score de bonheur. Une fois que le modèle s'est entraîné, une première fois, une deuxième fois, on l'applique sur un jeu de données uniquement avec les valeurs des variables explicatives, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas le score de bonheur des pays en question, on lui donne juste des valeurs des variables explicatives. On lui donne juste un PIB par habitant, une espérance de vie à la naissance, un soutien social, etc. Et le modèle, à partir de ces valeurs, de par l'entraînement qu'il a eu au préalable, tente de définir, ou en tout cas de prédire, la valeur en question. Une fois que le modèle l'a fait, pour mesurer ses performances, pour mesurer la qualité en fait de ses prédictions, on utilise ce qu'on appelle des métriques. On a 2 types de métriques qui permettent d'évaluer ses performances, le R2 ou le NSE. Et en fait, c'est très simple. Le modèle va comparer les valeurs qu'il a prédites au moment où il devait prédire avec les valeurs effectives. C'est-à-dire que pour 2021, au moment de la prédiction, on lui a donné juste les valeurs des variables explicatives. On ne lui a pas donné le score de bonheur. Ensuite, on lui donne le score de bonheur et on lui dit, bah, écoute, compare maintenant la valeur que toi, tu as prédite au niveau du bonheur pour 2021 avec la valeur effective de 2021. Et puis, mesure l'écart. Et on voit si les écarts sont importants ou pas. Plus les écarts sont bas, plus le modèle a de bonnes capacités de prédiction, plus les écarts sont hauts, inversement. Pour ça, on a nos 2 métriques avec nos valeurs. Et donc, sur l'ensemble des modèles
qu'on a appliquées, que j'ai mentionnées précédemment, RidgeCV, régression, LassoCV, ElasticNet. On voit ici sur le score R2 qui va de 0 à 1, plus il se rapproche de 1, plus le modèle est performant. Et sur le MSE, mean square d'erreur, inversement, qui va de 0 à 1, mais plus il se rapproche de 0, plus le modèle est performant, on voit les qualités de performance du modèle. À chaque fois, on a 2 scores. Pourquoi? Parce que comme je l'avais mentionné au début, le modèle s'entraîne 2 fois. On l'entraîne sur un ensemble d'entraînements et sur un ensemble de tests. On l'entraîne 2 fois pour mesurer la robustesse du modèle. C'est-à-dire, est-ce que le modèle est capable de faire de bonnes prédictions à la longue sur une série de données, une première fois, puis une deuxième fois. Donc, par rapport aux résultats qu'on a obtenus, on s'est rendu compte que RidgeCV proposait les meilleures performances, en tout cas en termes de métriques. Donc, on s'est orienté sur RidgeCV. Si on regarde les 4 graphiques qui sont affichés sur le côté, en fait, ces points-là, au niveau du graphe, ils nous démontrent chaque point de prédiction de RidgeCV pour chaque valeur. Donc, plus les points se rapprochent de la diagonale, plus les prédictions ont été bonnes. Plus ils s'écartent de la diagonale, inversement, plus il y a eu un écart au niveau des prédictions. Ces graphiques, ils sont pratiques parce qu'ils nous permettent de voir où le modèle peut avoir des défaillances en termes de prédiction. Et là, en l'occurrence, on se rend compte que là où les points s'écartent le plus de la diagonale, c'est sur les valeurs faibles. Donc, ça veut dire que le modèle va avoir des difficultés à prédire avec exactitude les scores de bonheur quand ils sont relativement bas. Par contre, il est beaucoup plus performant quand il s'agit des scores de bonheur relativement élevés. En d'autres termes, il prédit bien le bonheur de certains pays quand c'est un haut niveau de bonheur. Il a du mal quand c'est un niveau de bonheur relativement plus haut. Donc, une fois ces modèles paramétrés, entraînés, derrière, ce qu'on a fait, c'est que sur l'application Streamlit, qu'on vous avait présenté précédemment, on a inclus une liste déroulante avec la sélection de pays au choix. Donc, si on reprend notre fil rouge, la France, petit côté chauviniste qui revient, on voit que si on sélectionne la France, le score de bonheur qui est prédit pour l'année 2022, c'est 6,7. On verra juste après, au niveau du classement, l'évolution par rapport à l'année 2021. Pour être un peu plus complet et avoir une visualisation un petit peu internationale, on a créé en fait un graphique, une carte, avec code couleur, juste en dessous, qui affiche en fait l'ensemble des scores de bonheur prédits pour 2022 pour la totalité des pays concernés par l'étude. Donc, on voit au niveau du code couleur, plus on va vers le lumineux, plus on a des prédictions de scores de bonheur pour l'année 2022 qui sont importantes. Inversement, donc le graphique permet, en se baladant dessus, de voir les prédictions qui sont faites pour chacun des pays pour l'année en cours. Donc, pour poser les choses en termes de classement, de manière un peu plus carrée, si on retourne sur la présentation, on a affiché 2 petits classements pour faire un comparatif entre 2021 et 2022. On se rend compte de quoi? Qu'en termes de prédiction, globalement, pour les 10 pays étant les plus heureux dans le monde, on n'a pas énormément de variations, que ce soit en termes de position ou en termes de valeur. Les 5 premiers pays restant les mêmes, Finlande, Danemark, Suisse, Islande, Pays-Bas, avec des variations de l'ordre de 0,1, 0,01, donc très minime, très infime. Quelques changements notamment, le Canada qui gagne 6 places, qui rentre dans le top 10 en prédiction en tout cas, Israël qui en gagne 2, qui rentre également dans le top 10. Pour la France, si en 2021 on avait un score de bonheur de 6,69, on était 21e au classement, en 2022 le modèle prédit 6,70, 23e au classement, perte de 2 places, mais augmentation du niveau de bonheur de 0,1. Tentons de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et donc, dans le bas du classement, à l'inverse, donc rappelons-nous ce qu'on avait dit justement au préalable, notre modèle a des difficultés en termes d'analyse, ou en tout cas, c'est là où il peut avoir les erreurs les plus probables sur les scores au niveau des petites valeurs. Donc, ces résultats sont à prendre avec des pincettes, bien sûr, tout dans l'ensemble, parce qu'il y a des limites endogènes, exogènes au modèle, mais on sait en tout cas qu'en termes de limites endogènes, c'est sur ces positions-là que le modèle a plus de chances, de probabilité de chance de s'écarter du bonheur réel. Qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup de petites variations, mais globalement, on reste dans un classement qui est assez stable. On retrouve à peu près les mêmes positions. On a néanmoins 2 grandes chutes tout de même. Le Madagascar, qui perd 8 places, et qui donc malheureusement intègre les 10 pays les plus malheureux au monde, au niveau de bonheur les plus bas au monde. Et surtout le Libéria, qui perd 20 places par rapport à l'année précédente, et qui arrive du coup avant-dernier en termes de prédiction sur l'année 2022.
Donc voilà, en termes de conclusion, je vais laisser la parole à Sébastien. On va conclure du coup. Donc voilà. Bon, voilà. Donc en France, du coup, on devrait être à peu près heureux comme l'année passée, mais un peu moins heureux que d'autres pays qui vont nous passer encore devant. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Mais non, ce qui est important de noter, c'est que les pays les plus heureux, ils possèdent tous les caractéristiques suivantes. Et ça, c'est quand on regarde le cluster, donc avec les pays les plus heureux que vous montrez, Laetitia, et notamment les box plots attenantes. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont tous un PIB par habitant qui est important, quel que soit le pays quasiment. Un soutien social important, donc ça c'est aussi une clé, c'est qu'ils sentent tous dans ces pays-là, les gens peuvent compter sur d'autres personnes, donc il y a un soutien social qui est fort, et également un sentiment de liberté qui est fort également, et qui est, voilà, qui est très, très commun pour l'ensemble de ces pays les plus heureux. Et à l'opposé, les moins heureux, ils ont également des traits communs. Alors, un peu par opposition, donc du coup, c'est le PIB qui est très faible. Ils ont tous un PIB qui est faible, tous ces pays-là. Et également un ressenti de corruption qui est fort. Donc voilà, ça ce sont des traits communs que l'on retrouve pour ces pays qui sont les moins heureux. Donc en une phrase, donc ce qu'on peut dire, c'est que Laetitia a figé. Ah non, elle est revenue. Laetitia, je ne sais pas si tu es là, peut-être un petit problème technique. Je pense qu'elle doit être là. Ah, ouais, ça y est. non, mais c'est rien. Je suis là. Une problématique de réseau. Voilà, donc un peu de façon rigolote, mais voilà, on voulait ressortir ce proverbe français là qui dit, donc, enfin, vous le connaissez mieux que nous peut-être, l'argent ne fait pas le bonheur, mais en tout cas, voilà, par rapport aux chiffres qu'on a pu sortir, mais en tout cas, il y contribue fortement dans le score de bonheur. Si on revient aux implantations possibles de notre projet, donc ça peut concerner tous les secteurs d'activité. Hein. Je sais que parmi les spectateurs, il y a des gens qui sont dans tout ce qui est organismes sans but lucratif, donc des associations, des ONG, etc. Ça peut être le milieu industriel, bien sûr, de services, des sites web, e-commerce, etc., des institutions. Donc cette partie classification, elle peut être faite pour des clients, pour des utilisateurs ou éventuellement pour des donateurs. Et en lien toujours avec les personas, ce qui est très utilisé en web marketing. Donc, c'est là où ça peut être intéressant de sortir un peu ces grandes catégories et de les mettre dans les personas. Et ça peut être fait aussi pour essayer de classer un peu, et notamment de tout ce qui est churn ou tout ce qui est un peu anomalie. Donc, voilà, tout ce qu'on risque de perdre en tant que client ou en tant que donateur, par exemple, et d'identifier un peu les signaux faibles par rapport à ça et de déterminer quand est-ce qu'ils vont tomber dans ce cluster-là pour pouvoir leur proposer éventuellement le bon argument, on va dire, marketing pour qu'ils restent avec nous. Et sur la partie évaluation, je crois que tu avais des idées, du coup, Anthony. Oui, effectivement. Effectivement, c'est vrai que en termes de classification, souvent les modèles de machine learning, tels qu'on vient de les exposer, ils peuvent être utilisés dans tous les types de secteurs pour essayer de déceler, justement, classifier les clients, les investissements, les donateurs, en fonction du secteur de la structure. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse part de suivi-évaluation. En tant que data analyst, suivi-évaluation des performances en fait d'une structure à partir des indicateurs qui sont fixés. Donc, ça peut être l'évolution du chiffre d'affaires, l'augmentation du nombre de leads, le taux de conversion, quand on est sur des logiques un petit peu plus privées, commerciales, comme ça peut être le nombre de donateurs, l'évolution du nombre de donateurs, l'évolution également du nombre de bénéficiaires d'un projet, si on se situe dans un milieu plus associatif, même type ONG, des usages qui sont relativement différents, avec un principe similaire à la base, essayer de mesurer justement l'évaluation des performances d'une structure, quelle qu'elle soit. L'avantage après, c'est vrai, de procéder avec les outils avec lesquels on a procédé, qui sont déjà en place dans énormément de structures, c'est qu'on peut avoir un suivi relativement en temps réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la saisie de données, bien sûr, il y a une saisie de données qui peut être manuelle ou automatique à la base, derrière le lancement du programme,
permet d'automatiser tout un grand nombre de tâches et permet justement d'avoir accès à nos visualisations sous forme de tableau de bord, sous forme de rapport, quel qu'il soit, quasiment en temps réel, ce qui propose un avantage énorme justement pour le suivi des performances d'une structure. Super, merci. Donc voilà, on en finit. On vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. J'ai vu qu'il y avait quelques questions, on va y répondre. Voici le lien Streamlit. D'ailleurs, je vais le… C'est ma faute, je vais le copier dans l'espace de discussion. Vous pouvez le rentrer directement sur votre ordinateur. Et si vous souhaitez nous contacter, donc bien sûr nos différents LinkedIn ou éventuellement mon email sur l'adresse data4marketing.fr. Et puis, je peux vous envoyer aussi bien la présentation que le replay. Donc, oui, il y avait une question qui était concernant le replay. Je vais préparer du coup le replay et je pourrai bien sûr vous l'envoyer si vous me laissez un email ou sinon vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Alors, je regarde un peu les commentaires que nous avons eus. Donc, le replay, j'ai répondu. Oui, si vous nous envoyez un email. Le bonheur consiste… Jacques Boquet, salut Jacques. Le bonheur consiste dans la vie heureuse et la vie heureuse, c'est la vie vertueuse. Voilà. C'est très joli. Merci pour cette citation. C'est vrai que si je peux me permettre, Sébastien, excuse-moi. Oui. C'est vrai que c'est une très belle définition. Je pense que c'est très pertinent de relever cette définition. En fait, ce serait bien, je pense, à ce niveau-là, juste de dire un mot sur la définition en fait du bonheur au niveau du rapport, parce que c'est quand même assez central. En fait, pour mesurer le score de bonheur des pays, c'est pas une valeur qui a été prédite ou une valeur qui a été calculée. Comment a fait en fait l'Organisation des Nations Unies? C'est simple, ils sont allés interroger entre 2 et 3 000 personnes dans chacun des pays en leur posant une question simple: est-ce que vous vous considérez heureux dans la vie? Et en fait, en fonction du score que les personnes ont répondu, du coup, ça a donné un score en moyenne générale entre 0 et 8. Donc, pour voir un petit peu voilà, le score de bonheur, comment ont été définies les valeurs que nous, on a eues au sein de notre jeu de données. Mais c'est vrai qu'il y a toute une discussion, je pense de mon point de vue, à ouvrir justement sur le sens, l'acception de la notion de bonheur, de savoir est-ce qu'on peut la caractériser différemment ou la saisir différemment. Mais je pense qu'on pourra inviter Jacques, on pourra avoir des discussions, je pense, assez intéressantes à ce sujet. Et je lis les autres questions que nous avons eues d'Angélica. Bonjour, quelle méthode avez-vous utilisée pour sélectionner l'échantillon d'apprentissage et l'échantillon de test, validation croisée ou du backtesting? Ça, c'est la première question. Et avez-vous eu beaucoup de données manquantes dans vos datasets à gérer? Et si oui, comment l'avez-vous géré? Alors, pour la première question, c'est validation croisée, Angélica. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de détailler parce que finalement, c'est vrai que Ridge CV et Lasso CV et même Elasticnet, d'ailleurs, c'était validation croisée aussi, je crois. C'était Elasticnet CV. Mais c'est vrai qu'on n'a pas par manque de temps, on ne l'a pas précisé, mais le CV, c'est cross-validation. Après, je vois qu'il y a une autre question du coup sur les données manquantes des datasets. Et alors, au niveau de la quantité des données manquantes, je ne me rappelle plus si on en avait eu beaucoup. Je sais qu'on en a eu pas mal à gérer. Le pourcentage de données manquantes, je ne sais plus si on l'a regardé. Je n'ai plus la notion. Je ne sais pas si Anthony ou Sébastien vous vous rappelez de la quantité, le pourcentage de données manquantes qu'on a eu. Mais en fait, tout ce que je me rappelle, c'est qu'on a modifié, on a essayé de remplacer les données manquantes quand on l'a pu par la moyenne de la variable en question, en fonction du pays. Très peu, on devait avoir de l'ordre de 2% de données manquantes, à peu près. Ouais, c'est vrai que je n'ai plus la notion de ça. Mais on avait remplacé par la moyenne finalement en fonction des pays et de la variable en question, ce qui nous avait semblé le plus logique pour si éviter on avait suffisamment de mémoire, parce que ça, c'est une partie du projet qu'on a fait du coup, ça devait être en début d'année. C'était il y a déjà 6 mois. C'était déjà il y a quelques temps, c'était au tout début. Effectivement, on a remplacé par les moyennes lorsqu'on disposait de suffisamment de données pour le pays. Donc, par exemple, sur certaines années, parce que forcément, il y avait des années qui étaient un peu, pour certains pays, qui pouvaient être un peu incomplètes. Mais si on avait des données
suffisamment importantes en volume pour des années supérieures. Donc, par exemple, on a pu prendre la moyenne d'un score de PIB, admettons, etc., pour le pays, si on avait 10 années par exemple, deux valeurs et qu'il nous manquait une année. Donc, on a pu prendre la moyenne de ces 10 années pour remplacer éventuellement une valeur manquante qui pouvait exister. Je vais vous donner un exemple, mais voilà, on a fait ça pour la plupart des données. Et lorsqu'on n'avait pas suffisamment, donc on ne pouvait pas prendre une moyenne s'il n'y avait qu'une seule valeur ou très peu de valeurs, on a pu prendre l'initiative de supprimer effectivement quelques lignes. Voilà, je vois qu'il est tac, 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 on a un peu dépassé le temps. On a une autre question, il me semble. Ah oui, effectivement, ouais. Angelica. Ouais. Tu la lis et pourquoi? Le backtesting. Ok, merci. Pourquoi pas le backtesting, sachant qu'il y a la notion année. En fait, ce qu'on a fait, Angelica, c'est que du coup, sur l'argument au moment de la définition de l'ensemble du jeu d'entraînement et du jeu de test, il y a un argument qui permet de classer les données par ordre chronologique. C'est ce qu'on a fait, en fait. Donc, du coup, on est sur une validation croisée, mais classée par ordre chronologique. Le premier ensemble d'entraînement contenant les données de 2005 à 2018-2019, disons, à titre d'exemple, on a réparti en 80%, 20% en tout cas, en termes de répartition entre l'ensemble entraînement et l'ensemble test, le tout classé par ordre chronologique, ce qui nous permet d'avoir aussi cette analyse dans cet ordre. Voilà, j'espère que ça répond à la question. A priori, oui. Bravo, Anthony. En recevant ton diplôme. Écoutez, on vous remercie encore. Je ne sais plus, est-ce qu'il y en aura d'autres? Il y a une question de François, pardon, je me permets, Sébastien, il y a une question de François à tout le monde. Donc, pour la pédagogie, c'est ça? Sur le machine learning, d'autres sujets en ouais. analyse? Ouais. Pourquoi pas? Ce n'est pas prévu, pour être tout à fait honnête avec vous, mais éventuellement on pourra en reparler. Laetitia, je crois qu'on se voit bientôt, hein, Laetitia et Anthony. Là. Donc voilà, ça peut être un sujet de conversation qu'on peut avoir, je crois qu'on se voit la semaine prochaine, donc on peut en rediscuter. En tout cas, on vous tiendra au courant. Si vous nous envoyez un email, je vous tiendrai au courant. Si vous suivez-nous sur LinkedIn, je mettrai tout ça sur LinkedIn. Et voilà, si on doit en faire d'autres, pourquoi pas, si vous avez des idées ou des demandes, on peut éventuellement étudier la chose et faire éventuellement d'autres sujets, d'autres thématiques. C'est pas les données qui manquent. Hein. Oui, les données qui manquent, effectivement. Voilà, mais écoutez, on vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Laetitia, Anthony, mais... non, alors le lien Streamlit, du coup, tu l'as mis quelque part ou bien oui, je l'ai mis dans l'espace de discussion, là, ouais. Et la présentation, non, on l'a... La présentation, soit nous demander sur nos LinkedIn ou soit éventuellement sur l'email que j'ai donné, quoi. Ok, non, écoutez, moi j'étais très, très heureuse de participer à ce webinaire et pourquoi pas en faire d'autres. En fait, c'est vrai que l'idée peut être intéressante. Super. Écoutez, moi, ça a été un plaisir aussi de participer à ce webinaire. On vous remercie tous pour votre participation, pour votre présence et puis au plaisir de vous recroiser prochainement.